Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est bon, Oui, très bien. Donc on va développer aujourd'hui la dernière séance, les dioxines. Les dioxines qui sont des perturbateurs endocriniens et qui peuvent donc entraîner plusieurs pathologies, le diabète, le cancer, c'est-à-dire au niveau des produits cosmétiques. Donc on va voir c'est quoi les dioxines et quel est le danger qui peut être encouru par les dioxines. Donc, il y a beaucoup de sources accidentelles et de contaminations historiques hein, depuis 1929 jusqu'à maintenant. Début de la production commerciale des BCB. On va donc voir ça avec la firme Monsanto, avec Rome Poulenc en France. Donc, l'accident dans les usines de pesticides, l'utilisation d'agents orange. On va voir ça, c'est vraiment détoxifiant et qui ont engendré des dégâts. Et après, c'était le syndrome de Yusho, c'est la contamination de l'huile de riz avec la dioxine et qui a entraîné beaucoup de dégâts. Là aussi, donc, en 1977, il y avait la fin de la production de ces PCB aux États-Unis. Il y avait l'accident de Seveso en Italie, usine d'herbicides. Le syndrome donc, de Yushing, qui est la contamination au Taïwan de l'huile de riz. Et ce qui était important, c'est la crise de dioxine en Belgique. Donc, si vous mettez crise de dioxine en Belgique en 1999, vous allez trouver vraiment des articles très alarmants. C'était la farine qu'on donnait au poulet. Et donc, ils ont été intoxiqués par cette farine au dioxine. Et donc, il y avait une crise économique parce qu'ils ont brûlé tout le stock de farine et tout le stock de poulailler avec les œufs et tout. Et là, c'est donc l'intoxication de Victor Yushchenko, c'est-à-dire c'était l'ex-président de l'Ukraine, et j'avais l'occasion de le voir au congrès d'Istanbul sur Apimondia. Et j'ai pris une photo avec lui, donc je vous la montrerai après, parce que là, c'est vraiment. Alors, ils l'ont intoxiqué avec les dioxines pour l'éliminer. Mais heureusement qu'il y avait les apiculteurs qui produisaient le venin d'abeille. Et avec ce venin d'abeille, il a été vraiment guéri. Donc, c'est vraiment une histoire. Donc, c'est pour ça, chaque fois qu'il y a un congrès international sur l'apiculture, donc Victor, il intervient comme sponsor et il vient pour remercier les apiculteurs qui l'ont vraiment sauvé du décès. Donc, lorsqu'on parle de dioxine, il y a plus de 400 composés chimiques, hein, dont moins de 30 sont toxiques. Hein. Ces substances sont impliquées dans des pollutions de l'environnement et dans des contaminations alimentaires bien appropriées. Donc, l'impact sur la santé nécessite l'évaluation toxicologique. Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs congénères, plusieurs formes de cette dioxine. Donc, il faut les analyser, il faut donc voir les concentrations cibles. Et ça, c'est très difficile, mais je vous donnerai un exemple à la fin. Alors, ces concentrations ont la capacité d'interférer avec les systèmes hormonaux, d'induire une immunodépression. Et c'est la chloracné que vous avez trouvée chez l'ex-président de l'Ukraine. Donc, on peut avoir des lymphomes, donc des cancers, des malformations congénitales qui sont vraiment attribuées à cette dioxine. Donc, je vous avais montré l'agent rose et l'agent orange de la guerre du Vietnam, l'intoxication donc au riz au Japon, la catastrophe de Seveso en Italie et aussi la dioxine, la crise de dioxine du poulet en 1999. Donc, c'est toujours, il faut revenir à ces protocoles-là parce qu'on avait encadré des étudiants en licence sur les dioxines. Donc, c'est vraiment intéressant comme sujet. Et là, donc, je vous avais montré l'empoisonnement de Victor, qui était donc candidat à la présidence de l'Ukraine. Et donc, plusieurs événements ont été donc attribués aux dioxines. Donc, les incidents de forêt, parce que lorsqu'on fait, c'est-à-dire on brûle les forêts, on va donc larguer la dioxine dans l'atmosphère. Le blanchissement du papier par le chlore, parce qu'on utilise beaucoup le chlore, on utilise donc le chlore de polyvinyle et des solvants chlorés et des peintures avec de divers pesticides. Et ça, donc, ça va contaminer l'environnement. Donc, la dioxine ne désigne pas une seule substance. C'est le nom générique donné à plusieurs molécules. Donc, c'est un cocktail de molécules. Et ces molécules, ils sont donc formées de deux noyaux de benzène avec des atomes de chlore. Mais c'est surtout la toxicité, il est liée à au moins 4 atomes de chlore en position de 3, 7 et 8. Donc, on va voir ces positions d'atomes de chlore. Donc là, vous voyez que donc on les appelle les PCB. Donc, nous avons les dioxyles, les dibenzofuranes, les biphényles. Donc, il y a les dioxines différentes, il y a les furanes, les biphénylchlorés, qu'on appelle les PCB, les polychlorinettes biphényles. Donc, il y a 7 dioxines furanes et plusieurs PCB qui exercent des effets biologiques néfastes sur la santé.
Alors ça, c'est leur... alors lorsqu'on regarde ces PCB, comme je vous ai dit, donc leur classification, ce sont des dioxines-like, parce qu'ils sont composés des atomes donc, polycycliques aromatiques qu'on appelle les POPs, c'est-à-dire persistants organiques polluants. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs congénères, plusieurs formes. Ils sont liposolubles et ils s'accumulent rapidement et ils ont une stabilité très élevée. Donc, leur toxicité, il est due aux atomes chlore, comme je vous ai dit. Et le plus dangereux, c'est le 2,3,7,8 tétrachloro-dibenzopédioxine. Donc là, c'est vraiment qu'on appelle donc le DLPCB, qui est vraiment très dangereux parce qu'il est donc lié à des atomes chlore qui confèrent une toxicité très élevée aux dioxines. Donc, quelles sont les sources historiques de ces dioxines? L'utilisation des pesticides, le traitement du bois par le pentachlorophénol, l'utilisation de PCB dans l'industrie, comme je vous ai dit, le blanchiment du papier et la combustion du mazout, du carburant et l'incinération des déchets. Donc, lorsqu'on va avoir des incinérateurs et on va brûler ces déchets, donc ils vont dégager les dioxines. Et ça, c'est très grave parce que donc on va avoir donc, ça, ce sont les sources historiques. Mais nous avons aussi des sources actuelles. L'incinération des déchets médicaux est dangereux, l'industrie de sidérurgie, la combustion de charbon et de bois, les gaz d'échappement, donc des véhicules diesel, les feux contrôlés et incontrôlés, les boues d'épuration et les réservoirs de pollution déjà passés, c'est-à-dire des sites contaminés dans lesquels on va stocker des réservoirs de pesticides qui sont périmés. Donc, tout ceci, donc c'est très important, s'il vous plaît. Donc, si on vous demande les sources actuelles c'est-à-dire d'émanation et d'évolution des dioxines, donc il faut donner les exemples, et surtout donc les combustions de mazout et les incinérateurs de déchets. Et là, c'est une problématique maintenant, la gestion des déchets hospitaliers, les déchets radioactifs, les déchets ménagers, parce qu'on n'assure pas le tri à la source pour essayer de valoriser ces sous-produits et pour donc avoir un recyclage, parce qu'on dit la gestion des déchets, c'est une opportunité pour nous, parce qu'il faut la valoriser pour avoir d'autres produits qui sont donc utiles pour la vie quotidienne et pour autre chose. Donc, comme je vous avais dit, il y a le riz contaminé au dioxine, donc l'accident qui a été au Japon, ce qu'on appelle le syndrome au Japon, donc qu'on appelle les brown colored nails, c'est-à-dire nous avons des ongles qui sont vraiment très colorés en brun, et on a donc la contamination du riz qui a entraîné la chloracné. Donc la chloracné sévère, vraiment, c'est une brûlure au niveau de la peau, et là, donc, on ne peut pas avoir une régénération. Et comme je vous ai dit avec l'ex-président de l'Ukraine, ils ont utilisé le venin, et le venin d'abeille, il a été vraiment une alternative pour sa guérison. Alors, les expositions humaines. Alors, comment on peut faire cette pharmacocinétique? Alors, ça, c'est la toxicocinétique, vous voyez? Alors, les sources. Nous avons l'air, le sol et l'eau. Donc, par exemple, lorsqu'on va respirer, donc, on va avoir une inhalation de 5%. Mais le problème des sources de contamination, il vient par la chaîne alimentaire, c'est-à-dire ce que nous allons consommer. Donc, les œufs, la viande, le lait, tout ce qui est liposoluble, les poissons, donc on va avoir l'ingestion à peu près 95%. Donc, la source de contamination, donc vous avez l'air, mais l'air, il va contaminer le sol et aussi on a la contamination de l'eau. Et tout ceci va donc donner une exposition humaine aux dioxines. Donc, si on vous demande quelles sont les sources d'exposition aux dioxines, donc vous allez dire qu'il y a l'exposition par inhalation. S'il vous plaît, vous marquez ceci parce que c'est important. Alors, c'est quoi l'inhalation? C'est lorsqu'on respire les aérosols. Donc, par inhalation, c'est seulement 5%, mais c'est surtout par ingestion, ce qu'on va manger, ce qui provient de la chaîne alimentaire. Donc, l'exposition aux dioxines se fait par inhalation et par ingestion. Alors, la toxicité se fait via les récepteurs oestrogènes qu'on appelle les aryl-récepteurs. Et là, c'est très intéressant. Donc, là, à votre niveau, donc seulement vous donner un exemple. Parce que donc, ce sont des produits qui sont liposolubles. Donc, ils vont rentrer dans le noyau et ils vont donc agir sur les récepteurs nucléaires. Ils vont donc promouvoir la transcription des gènes qui codent pour des protéines et ces protéines qui vont interférer avec la prolifération cellulaire. Et là, donc, on peut avoir une stimulation de la prolifération cellulaire, une stimulation de la transformation des enzymes,
Et là, donc, on peut avoir un effet donc prolifératif, un effet donc sur le cancer. Très important, donc là, parce que la toxicité, il va émaner de ces récepteurs qu'on appelle les arides récepteurs, qui sont comme les récepteurs aux oestrogènes. Et là, donc, vous voyez qu'il y a directement l'effet sur la transcription des gènes qui codent pour des protéines. C'est comme pour les hormones stéroïdes. Et là, la toxicité va être très importante. C'est vraiment un problème de toxicité. Alors, là, je voudrais donc vous montrer comment on va quantifier ces congénères. Alors, vous voyez, vous avez ici les congénères, c'est-à-dire les différentes formes de dioxine, les dibenzodioxynes, les dibenzofuranes, donc plusieurs types. Mais comment on va évaluer la toxicité? Alors, s'il vous plaît, ça aussi, vous le marquez. Alors, la toxicité des dioxines, on va l'évaluer par ce qu'on appelle le TEF. Alors, c'est quoi le TEF? C'est le facteur utilisé pour rendre compte de la toxicité relative de chaque congénère avec le congénère qui est le plus toxique. Alors, nous avons vu que le congénère le plus toxique est constitué de 4 atomes de chlore et c'est ce qu'on appelle le TCDD, qui a une toxicité qui est d'égal à 1. Donc, vous avez vu, le 2, 3, 7, 8, TCDD, c'est-à-dire le congénère le plus dangereux de dioxine qui est égal à 1, c'est le premier et le deuxième. Le TEF, c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va calculer les toxiques équivalents, c'est-à-dire on va avoir toute la somme des TEF multipliée par la concentration de ce toxique. Donc, par exemple, nous avons le TEF le plus important qui est égal à 1. Donc, on va prendre ces valeurs-là pour calculer la toxicité donc, de chaque congénère. Alors, la toxicité, elle dépend de quoi? De la charge corporelle. Donc, ce n'est pas la charge corporelle, c'est-à-dire ce que nous avons, nous, ingéré. C'est l'imprégnation de notre corps. Ce n'est pas le caractère aigu ou chronique, comme nous avons vu pour les métaux lourds. La toxicité, donc, il a été démontré pour le TCDD. Et la DL50, il est très variable. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend du sexe, ça dépend de l'espèce, et ça dépend de l'âge et de la voie d'administration. Alors, la DL50, c'est quoi? C'est la dose du toxique qui va tuer 50%, par exemple, de souris. Donc, lorsqu'on va prendre 100 souris, et on va donc voir qu'il y a 50% qui sont décédés, donc la DL50, c'est la dose qui va tuer les 50% de l'espèce qui a été investiguée dans la toxicité. Donc, quels sont les effets? C'est la perte de poids, ce qu'on appelle Wasting syndrome, l'atrophie du thymus. Alors, le thymus, il intervient dans l'immunomodulation et dans l'immunité. Donc, on va avoir une immunosuppression. On peut avoir des lésions hépatiques, induction d'enzymes hépatiques comme les cytochromes 1AA, reproduction et développement, donc on va diminuer la fertilité et on va avoir des perturbations des facteurs de croissance. On peut avoir un effet sur le diabète, les perturbateurs endocriniens, sur le diabète, sur l'obésité, sur le tabagisme, je vais vous donner des exemples. Et ce sont des cancérogènes de groupe 1, c'est-à-dire, et ils entraînent ce qu'on appelle des chloracnées, donc des lésions très graves au niveau de la peau, comme des brûlures. Donc, nous avons une spécificité. Donc, si on vous montre que, c'est-à-dire la toxicité des dioxines, donc il est dû à quoi? Il est dû donc au TCDD, qui est très riche en 4 atomes de carbone. Mais les effets, donc il faut donner des exemples des effets, atrophie du thymus, perte du poids, par exemple, un effet cancérigène et un effet sur la chloracnie. Donc, ça, c'est très important. Et s'il vous plaît, la DL50, c'est la dose du toxique qui tue 50%, c'est-à-dire d'espèces étudiées, ou bien qui provoque la mortalité de 50% de l'espèce qui a été explorée dans la toxicité. Alors, la crise de dioxine, la comparaison des concentrations. Alors, vous voyez, je vous avais parlé de ces TEC, on va revenir à ces TEC, c'est-à-dire les TEC, c'est le seuil de toxicité par rapport au toxique le plus important. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, ici, nous avons la zone normale, qui est l'animal et l'homme. Donc, lorsqu'on a la TEC qui est égale à 10 picogrammes par gramme de lipides, c'est-à-dire qu'on est dans la zone normale, c'est très bien. Mais le problème, lorsqu'on on dépasse cette zone normale, donc on peut avoir les œufs qui peuvent être contaminés. Nous avons vu les poulets, l'accident de ces vaisseaux et l'accident du Yusho au Japon. Donc là, lorsqu'on regarde au niveau c'est-à-dire des œufs, alors on voit que l'industrie, donc lorsqu'on va donc doser, on va trouver 100 à 1000 picogrammes de TEC. Donc lorsqu'on est en delà de 10, donc ça veut dire que c'est une intoxication. Et là, je vous avais parlé de la crise de dioxine en Belgique parce qu'ils avaient donné la farine qui est intoxiquée avec les dioxines au poulet. Et là, donc, il y avait la contamination des œufs et des poulets. Donc, ils ont brûlé beaucoup de poulaillers
Et là, c'était une crise économique. Donc, vous pouvez mettre sur Google crise de dioxine en Belgique en 1999 et ça va vous donner beaucoup de données très intéressantes. L'accident de ces vaisseaux en Italie. Donc là, vous avez trouvé, vous avez vu 10 000 picogrammes de TEC par gramme, très élevé. Et dans l'accident de Yushu au Japon, la contamination du riz, ça nous a donné 100 000 picogrammes par gramme de lipides. Alors, vous voyez, si on n'a pas le dispositif sophistiqué pour analyser les dioxines, on ne peut pas donc faire cette cohorte, on ne peut pas analyser les gens qui ont été contaminés par ces perturbateurs endocriniens. Alors, la structure chimique, donc je vous avais montré au début, donc je ne vous demande pas de voir ceci. Hein. Donc, vous avez les polluants organiques persistants qu'on appelle les POPs et vous avez les hydrocarbures aromatiques polychlorés. Donc, tout ceci, ce sont les dioxines, tous les congénères de dioxines. Donc, vous avez les POPs et vous avez les hydrocarbures polychlorés. Donc, ils sont très riches en atomes de carbone. Alors, comme je vous avais dit au début, et ça c'est très important s'il vous plaît de marquer, les sources de dioxine, soit naturelles, soit humaines. Alors, vous avez les sources naturelles, c'est les feux de forêt, les volcans. Donc, il y a une existence d'une contamination de notre écosystème. Donc, lorsqu'il y a, c'est-à-dire un incendie dans les forêts, mais qui n'est pas accidentel ou bien qui est naturel, donc ça va larguer beaucoup de dioxines. Ces dioxines vont se déposer de l'air, donc ils vont se déposer dans le sol, vont aller dans la chaîne alimentaire et donc ils vont perturber l'écosystème. Et là, on peut avoir une toxicité donc, qui est liée donc, à la consommation donc, des produits, des aliments, donc il va être très grave. Alors, il y a aussi les sources humaines, les industries chimiques, comme je vous ai dit, blanchiment du papier et la combustion des déchets, le bois, donc les industries et aussi, c'est-à-dire les fumées du carburant de diesel qui émane du trafic routier. Je vais vous donner donc un exemple par la suite pour bien comprendre. Alors, la formation de ces dioxines, il provient donc de quoi? De la synthèse de structures carbonées, qui sont des macromolécules, qui vont s'associer à des sources de chlore et au dioxygène. Tout ceci donc va donner donc toutes ces formes des précurseurs aromatiques qu'on appelle des précurseurs qui sont polychlorés. Donc, la dangerosité est liée au nombre d'atomes de chlore. Alors, ces concentrations donc, de ces congénères, ils vont donc donner plusieurs types, comme je vous ai dit, sources chimiques. Donc, vous avez la synthèse et la dégradation, le polychlorophénol. Tout ceci, donc, va donner les congénères. Alors, ça, c'est pour vous donner un exemple. Ce n'est pas la peine de marquer tout ceci. Mais moi, donc, après, par la suite, ça va vous donner des choses intéressantes. Je vous ai parlé du riz contaminé avec les dioxines. Donc, là, c'est en bleu foncé. Alors, vous voyez qu'il y a donc vraiment la contamination très importante. Vous avez donc les poulets. Donc là, c'est un bleu clair. Donc, il y a une contamination avec le congénère qui est le 1, 2, 3, 4, 7, 8. Je ne vous demande pas d'apprendre ceci. Ça, ce sont des picogrammes par gramme de lipides. Alors, on voit qu'avec la consommation des œufs donc contaminés, alors on voit qu'il y a le congénère 2, 3, 4, 7 qui est très élevé et le intec, c'est-à-dire le congénère qui est le plus dangereux. Mais on voit quand même qu'avec le riz et qu'avec les poulets, donc on trouve qu'il y a un pic très élevé. Et ça, c'est la crise de dioxine que vous pouvez donc voir en Belgique. Alors, l'exemple 2, c'est le profil des congénères avec la source des dioxines. Alors là, on voit que le profil le plus important, c'est surtout le 2, 3, 7, 8 TCDD. Là, je ne vous demande pas d'apprendre ceci, mais ce qui est intéressant, ça c'est une question qu'on peut discuter aussi dans le TD du jeudi prochain, Inch'Allah. Alors, vous voyez, quelle est la contribution des différents aliments à l'exposition des dioxines? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est-à-dire, quels sont les aliments qui peuvent nous donner une charge très élevée en TEC de dioxine, d'après ce graphe-là? Comment on peut les stratifier et comment on peut les classer? Madame, les aliments qui possèdent des lipides. Oui. Donc, quelle est la première? Donc, ce sont autres produits laitiers, donc c'était 19, mais les produits de la mer. Donc, vous voyez ici, c'est surtout les poissons, madame, les poissons, etc. C'est ça. Donc, les produits de la mer, c'est quoi les produits de la mer? Ce sont les poissons.
Donc, il y a les gros poissons, les petits poissons. Donc, il faut voir quels sont les types de poissons. Ça dépend de l'imprégnation avec les dioxines. Vous avez les produits carnés, donc les produits carnés qui sont riches en lipides, mais vous avez aussi les autres produits laitiers, le beurre, donc le lait, hein, les fromages. Alors, vous voyez que dans les autres produits laitiers, le beurre, il est seul. Hein, c'est très, très important. 19,4% qui est attribué au beurre. Hein. Donc, le beurre que nous consommons, donc, il faut quand même donc faire attention et voir aussi l'origine. Alors, vous voyez, le beurre, c'est 19,4%. Alors que les autres produits laitiers, autres que le beurre, c'est 19,8%. Et la matière grasse, sauf le beurre, c'est 0,8%. Donc, ça veut dire que le beurre, il contribue de façon très élevée. Alors, vous voyez les œufs et les dérivés des œufs, c'est 6,1%. Les produits céréaliers, c'est 3,4%. Donc, c'est surtout les produits de la mer, les produits riches en lipides et les produits laitiers qui contribuent de façon très importante à l'exposition aux dioxines, parce qu'ils proviennent de la contamination par la chaîne alimentaire. Lorsqu'on va, donc le lait de vache, on peut donc, si les vaches vont donc prendre leur nourriture dans des pâturages qui sont très contaminés, donc si on va faire des prélèvements du lait de vache, c'est-à-dire toutes les céréales et la consommation aux alentours, donc on va faire une corrélation entre cette consommation et entre la décharge en dioxine. Alors, le métabolisme, ça c'est très important parce que donc, il faut s'il vous plaît, donc on a fait la pharmacocinétique ADME, mais il y a aussi la toxicocinétique lorsqu'on parle des métaux lourds et de dioxines. Donc, si on vous demande quel est le métabolisme des dioxines, alors le métabolisme, vous avez l'absorption, ça s'il vous plaît, il faut bien noter et bien comprendre, comme je vous avais dit au début, vous avez 90% sont par ingestion, parce que les dioxines sont lipophiles, donc ils sont dissoutes dans les graisses et se concentrent dans la chaîne alimentaire. Ça, c'est vraiment très, très, très grave parce que l'absorption va être par ingestion. Et 5% par inhalation, parce que les dioxines sont absorbées sur des particules dans l'air, comme des aérosols. La distribution, il est uniforme. Donc, à l'équilibre, on a la concentration dans le sang, c'est la même chose que dans le lait maternel, que dans les graisses. Et là, c'est un modèle de compartiment valide. Et vous avez le dosage, on le fait dans le sérum à jeun. Alors, le dosage de dioxine, il est très, très cher. On va vous montrer un projet et vous allez voir, donc, parce que nous, si on veut faire ça au Maroc, donc il nous faut un projet financé, mais avec des impacts sur l'environnement. Par exemple, si on veut voir l'impact des déchets qui émanent de l'incinérateur, donc il faut avoir un projet bien ciblé avec des analyses bien standardisées. Alors, le concept de charge corporelle, je vais donc revenir à cette toxicité. Donc, ça, s'il vous plaît, il faut bien le noter. Alors, la toxicité, comme je vous ai dit, il est déterminé par la charge corporelle. La charge corporelle, c'est-à-dire, on doit calculer la concentration des graisses dans le sang. Et cette concentration de graisse dans le sang, c'est la concentration de dioxine dans les tissus. Alors, si on veut calculer la charge corporelle, donc ça, vous marquez, c'est la concentration de la graisse multipliée par le poids de l'individu et multipliée par le pourcentage de graisse. Alors, par exemple, si on a la concentration dans le sang qui est égale à 20 picogrammes par gramme de graisse, donc la charge corporelle va être multipliée par 20 picogrammes par gramme de graisse, multipliée par le poids. Donc là, on a 70 kilos, donc on va le rendre, donc, c'est-à-dire pour voir 70 000, pour voir donc par gramme, parce que 70 kilos, ça vous fait 70 000 grammes. S'il vous plaît, vous marquez ça parce qu'on peut vous demander, étant donné que la concentration dans le sang est égale à 20 picogrammes, étant donné que l'individu, il pèse 70 kilos, calculez la charge corporelle. Donc, vous allez prendre 20 picogrammes que vous allez multiplier par 70 000 grammes, c'est-à-dire 70 kilos, que vous allez multiplier par le pourcentage en graisse de l'individu, c'est 0,16. Et lorsque vous faites le calcul, vous allez trouver donc 200 000 picogrammes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la charge corporelle. Donc on doit avoir la charge corporelle pour calculer donc la concentration de dioxine et calculer la toxicité de ces dioxines. Alors, comment on va faire, nous, pour le diagnostic? Donc, on doit faire une analyse dans notre sang. Parce que je vous avais dit que dans le sang,
Donc, on a la normalité jusqu'à 10 picogrammes, mais lorsqu'on dépasse 10, de 10 à 100, on a la toxicité de 100 à 1000 et de 1000 à 10 000. Donc là, vous voyez, par exemple, si on a l'émission de dioxine de 0,1 à 100 nanogrammes par mètre cube d'air, vous voyez. Donc là, par exemple, nous avons un incinérateur, donc un incinérateur de déchets qui va brûler les déchets. Il va nous libérer 0,1 à 100 nanogrammes par mètre cube dans l'air. Et ça va passer dans le pâturage pour l'herbe des vaches. Donc, on a 1 à 50 picogrammes par gramme de matière sèche. Ça va passer dans le lait individuel, donc de matière grasse 0,5 à 30 picogrammes. Ça va passer dans la production, le lait, le beurre et la viande, vous voyez, donc 0,5 à 2 picogrammes par gramme de matière grasse. Après, on va manger dans notre assiette 1 à 2 picogrammes par kilo de poids corporel. Donc, si on a 70 kilos, donc ça va nous faire à peu près donc, plus de 100 picogrammes. Et là, donc, ça va passer dans le lait maternel, donc la femme qui va allaiter son bébé. Donc, il va passer parce qu'il traverse la barrière placentaire. Et donc, chez le nourrisson, on peut avoir 150 jusqu'à 400 picogrammes par kilo de dose quotidienne absorbée. Alors, vous voyez? Alors là, nous, pour analyser ceci, donc, il nous faut un budget et il nous faut un projet fédérateur pour faire ceci. Alors, vous voyez, c'est très important. C'est pour ça, moi, j'ai choisi les dioxines parce que les pesticides, vous les connaissez dans l'agriculture et là, donc, dans la pollinisation et c'est-à-dire la disparition des abeilles, dans l'apiculture. Donc là, j'ai pris l'exemple de dioxine parce que ça va altérer le pronostic vital et ça va donc avoir un impact négatif sur la santé. Alors, les valeurs guides, c'est-à-dire les valeurs qui sont acceptables, les valeurs ingérées, donc ils ne doivent pas passer 1 à 2 picogrammes de TEC par kilo par jour. Alors, les doses journalières acceptables, donc par l'OMS, c'est 1 à 4 picogrammes, par l'Agence européenne, c'est 0,006 picogrammes. Et vous voyez, nouvelle évaluation, la dose hebdomadaire ne doit pas dépasser 14 picogrammes par kilo par semaine. Et la dose mensuelle acceptable provisoire ne doit pas dépasser 70 picogrammes par kilo par mois. Donc, nous, au Maroc, on n'a pas le standard hein, parce qu'on n'a pas fait d'analyse et on n'a pas un standard marocain. Par exemple, nous, si on fait cette étude auprès des hôpitaux, auprès des incinérateurs, et on va prélever du sang, on va donc voir les calculs et on va les comparer. Et après, donc, il nous faut une cohorte très importante pour voir quelle est la dose journalière qui peut être acceptable au niveau de notre pays. Donc, vous voyez, ce sont des études vraiment très coûteuses. Hein. Alors là, je vais vous donner un exemple parce que donc, de mon collaborateur, professeur Alfred Bernard, qui est un expert international. Et là, c'est pour vous montrer. Alors, si je vous demande, par exemple, comment on peut évaluer, je peux vous poser cette petite question hein, pour voir votre avis. Hein. Comment on peut évaluer l'exposition aux dioxines au Maroc? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je vous explique ceci. Après, vous allez me dire votre avis, comment on peut faire. Alors, par exemple, on peut prendre un groupe témoin. Alors, un groupe témoin, à votre avis, dans quelle localité? Nous, on est dans la région Fès Meknès. À votre avis, quel est le groupe témoin pour nous? Qui va être le groupe témoin? Les villages. Très bien. Je connais c'est qui? Tu peux me dire? C'est Asma al-Hamar. Très bien, Asma. Donc, les villages, c'est quoi? Comment on appelle ce milieu, le village? Les naturels. Oui, mais pas encore. Comment on l'appelle? La pureté de l'air. Oui, non, mais comment on appelle ce milieu? Comment on partage ces milieux selon les zones? Comment on l'appelle ce milieu? Je sais pas. Il y a la campagne, il y a la montagne. Comment on appelle ce milieu? Donc, tu as dit les villages, mais comment on les appelle? Madame rurale. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va prendre un milieu rural. Très bien. Voilà, parce que nous, on a fait un projet européen. Je voulais vous montrer, mais on n'a pas le temps de faire ceci. Mais ce n'est pas grave. Donc, je peux vous parler de ça dans les travaux dirigés. Alors, vous voyez, on va prendre un milieu rural. Par exemple, nous, on est dans la région de Fès Meknès. On peut prendre dans la région de Sfro, par exemple. Nous, on a fait dans la région de Sfro le projet européen sur l'impact des métaux lourds.
et on a pris la région de la Nosra. Donc, c'est à 20 km de ce fond. Donc là, c'est-à-dire qu'on va prendre un milieu rural dans lequel c'est naturel, hein. Donc, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de trafic routier, il n'y a pas de voitures. Donc, il n'y a que des ânes, que des chevaux, hein, et l'agriculture biologique. Vous avez compris? Donc, s'il vous plaît, il faut marquer ça parce que je peux vous poser une question. Comment on peut évaluer l'exposition? C'est pas qu'au dioxyde, l'exposition aux xénobiotiques. Les xénobiotiques, les dioxydes, les pesticides. Donc là, c'est à vous de choisir. Vous pouvez prendre les métaux lourds. Vous pouvez prendre, par exemple, les métaux lourds. À Fès, on a les tanneries, hein. Nous avons le chrome. Donc, c'est à vous, hein. Donc, il faut un peu imaginer, hein. Donc, nous avons les milieux ruraux, très bien. Alors, donc, le groupe témoin, c'est un groupe qui émane du milieu rural. Alors, maintenant, quel est le groupe pollué, à votre avis, qu'on peut prendre au niveau de notre région? En vous basant sur cette figure-là, comme ça, pour vous faire parler un petit peu, hein. Madame, notre région. Oui, dans notre région, qu'est-ce qu'on peut prendre comme milieu? Donc, nous, on a pris le témoin, mais il nous faut les cas qui ne sont pas témoins, qui sont exposés. Quels sont les cas qui sont exposés? Par exemple, madame. Hein? Fès Meknès, par exemple. Oui, mais quoi? Quel niveau? Il faut me dire la région. Par exemple, moi, je vous ai dit le milieu rural. Le milieu rural qui n'est pas contaminé, parce que, attention, dans le milieu rural, on peut avoir des gens qui utilisent des pesticides, qui utilisent, vous voyez, des produits chimiques, hein. Donc, il nous faut une zone c'est-à-dire un milieu qui est vraiment naturel, un écosystème qui est protégé, dans lequel il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de pesticides, rien que biologique, organique, l'agriculture organique, l'agriculture biologique. D'accord? Donc, ça, c'est le témoin. Alors, les dioxines, d'où ils proviennent les dioxines? Donc, je vous avais marqué, d'où les dioxines proviennent de quel modèle, de quel mode? Madame, on peut choisir des quartiers industriels. Très bien. Alors, zone industrielle, voilà. Vous marquez zone industrielle. Alors, dans la zone industrielle, qu'est-ce qu'on va choisir dans cette zone industrielle? L'air, madame. Les usines de sidérurgie. D'accord? Les usines de sidérurgie. Donc, Oui. ils vont éliminer et qui vont donc dégager les fumées, hein. Par exemple, les usines qui font les blanchissements de papier, donc les usines de sidérurgie. Donc là, on peut prendre un quartier qui est, par exemple, le quartier Sidi Ibrahim. D'accord? Donc, vous avez le quartier Sidi Ibrahim. Donc, lorsque vous venez à la fac, vous trouvez qu'il y a l'incinération de déchets extraordinaires, des décharges vraiment, hein, des décharges très importantes. Donc, il y a des fabrications, des huileries, il y a beaucoup de choses. Et là, donc, on voit quand même que c'est une zone industrielle, donc au niveau de quartier Sidi Ibrahim. Et là, donc, c'est une pollution très, très, très poussée. D'accord? Donc, vous avez des usines. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre aussi comme zone, comme milieu? Donc, on a dit les usines, là où il y a un encombrement des usines. Centre-ville. À quel niveau le centre-ville? Très bien. Donc, centre-ville, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le centre-ville? Les voitures, madame, Très les bien. bus. Comment on appelle ça? Très bien. C'est le trafic routier. Très bien. Oui, Donc, madame. là où il y a un trafic routier très intense. Très bien. Alors, quelle est la troisième partie qu'on peut prendre aussi? D'après ce que vous voyez dans cette plaque-là, je vous avais dit que les déchets, donc on brûle les déchets. Comment on appelle ça? Avec quel appareil on brûle les déchets? Comment on appelle cet appareil dans lequel on met les déchets pour les éliminer de façon contrôlée et incontrôlée? C'est un incinérateur, d'accord? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Alors, donc, une zone, il y a des incinérateurs de déchets. Alors, les incinérateurs, c'est près de l'hôpital, d'accord? Près des hôpitaux. Alors, nous avons les incinérateurs près des hôpitaux, mais nous avons aussi des décharges. Comment on appelle ces décharges? Contrôlées, incontrôlées. Là, on brûle les déchets, d'accord? Donc, on peut aller à la décharge Ain al-Naqbi, par exemple. D'accord? Donc, il faut voir les sites pollués, hein. Très important. Donc, les sites de la sidérurgie,
où il y a les usines, donc les sites où il y a les incinérateurs, qui brûlent donc les déchets. Et là, par exemple, nous, dans le temps, on avait des incinérateurs pour brûler les animaux. Hein. Et là, ces incinérateurs, ils dégageaient les dioxines. Hein. Mais maintenant, il y a des incinérateurs qui sont clos, hein, qui sont bien, vraiment sophistiqués. Et donc, pour ne pas laisser donc passer les produits toxiques. Vous avez compris? Donc, par exemple, on va prendre une cohorte, par exemple, la zone contrôle, on va prendre 30 personnes, mais il faut faire attention aux personnes qu'on va prendre. Il faut qu'il y ait le sexe ratio, c'est-à-dire le nombre de femmes est égal au nombre d'hommes. Si on va prendre en fonction de l'âge, donc il faut que l'âge soit randomisé. Par exemple, si on prend une tranche d'âge de 30 ans à 40 ans, donc il faut respecter parce qu'on ne va pas prendre des enfants qui ont 6 ans à 8 ans et prendre des gens qui ont 40 ans à 60 ans. On ne peut pas comparer. Donc, on va prendre des tranches d'âge qui sont très importantes. Alors, vous voyez, donc si on vous pose la question, évaluer l'exposition aux dioxines dans la région Fas-Meknès, comment on peut évaluer? Donc, il faut donner les protocoles. Vous avez compris? Très important, s'il vous plaît. Hein, parce que moi, je ne veux pas vous donner des questions comme ça. Donc, il faut un peu réfléchir. Donc, voilà, en Belgique, ils ont donc pris les conducteurs de bus. Donc, vous voyez, donc, par exemple, lorsqu'on prend une zone qui est très avec le trafic routier, donc on peut prendre des prélèvements du sang chez les conducteurs de taxi et les conducteurs de bus pour voir est-ce qu'ils sont imprégnés par les dioxines. D'accord? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Donc là, vous voyez, en Belgique, professeur Alfred Bernard a pris 325 volontaires. Donc, il a pris 38 personnes de l'incinérateur qui est en dehors de Bruxelles, un autre incinérateur 51. Il a pris un autre incinérateur parce que ce sont surtout les incinérateurs qui font problème. Alors, vous voyez la description de l'étude, comment il a fait l'étude. Donc, temps de résidence. Alors, vous voyez, c'est très important. Donc, les gens qui vont bénéficier de cette étude, ils doivent être, c'est-à-dire, par exemple, les gens qu'on va prendre avec le trafic routier, donc doivent habiter, par exemple, à la ville nouvelle de Fès pendant 20 ans, ou bien à Sofrou pendant 20 ans, ou bien à Meknès pendant 20 ans, âgés de 30 à 65 ans, et qui consomment des produits locaux, parce que la consommation des produits, parce que je vous ai dit que l'imprégnation se fait par ingestion. Donc, tout ce qu'on va manger, s'il est contaminé, il va augmenter notre charge corporelle en dioxine. D'accord? Donc, on va prendre donc du sang de chez les volontaires et on va remplir un questionnaire pour voir quelles sont les pathologies, le régime alimentaire, le lieu de résidence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ils ont analysé les congénères. C'est quoi les congénères? Les différentes formes de dioxine. Donc, 33 congénères qui sont riches en atomes de chlore dans les graisses du sérum. Donc, ils ont pris le sang total et ils ont enlevé dans le sérum que les graisses. Ils ont purifié les graisses pour voir la charge corporelle. Très important comme étude, vous voyez. Alors, ils ont fait donc ces déterminants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, vous voyez ici, ils ont vu que l'âge était le déterminant principal des dioxines, c'est-à-dire les sujets qui sont très âgés, ils sont bien imprégnés en dioxine. Donc, il y a une corrélation positive entre l'âge et l'imprégnation en congénère de dioxine. Donc, l'âge, c'est un facteur limitant, c'est un facteur principal de l'imprégnation au dioxine. Donc, par exemple, les enfants qui ont 6 ans, 10 ans, ce n'est pas la même chose parce qu'il faut donc avoir la demi-vie des dioxines, il est de 20 ans au plus. Hein. Alors, vous avez l'âge, donc qui est très important, et les concentrations. Alors, ça, c'est important. Est-ce que vous pouvez me dire ici, ça, c'est la concentration de dioxine, et là, ce sont les témoins, l'incinérateur Tumed, l'incinérateur Pont-de-Loup, la décharge, la sidérurgie et le trafic urbain. Alors, à votre avis, quelle est la contamination la plus importante? Chez les incinérateurs. Très bien. Quel type d'incinérateur? Incinérateur Tumed. Tumed. Donc, on voit que les témoins, donc déjà les témoins, c'est bon, mais quand même, donc, on voit qu'il y a donc l'incinérateur Tumed, donc c'est la contamination très importante, et aussi même au niveau de la sidérurgie, mais le trafic urbain, donc il y a des valeurs, parce que pourquoi on a ça? Parce qu'il n'a pas pris beaucoup de sujets, hein, parce que s'il a pris 1000 ou 2000, on peut faire une corrélation statistique très importante. Mais quand même, on a tiré donc ce qui est significatif, même quand même au niveau du trafic urbain aussi, il y a une valeur significative, mais c'est surtout au niveau des incinérateurs, la valeur est très significative.
Alors là, c'est pour vous donner l'exemple, la consommation de graisse animale d'origine locale par les riverains des incinérateurs, c'est-à-dire les gens qui habitent près des incinérateurs et qui ont des jardins et qui ont des fruits, des légumes, donc ils mangent localement. Alors, on a les contrôles, on a donc l'âge, leur âge c'est le même. Le BMI, c'est quoi le BMI? Est-ce que vous connaissez le BMI, c'est quoi? Non, Hein? madame. C'est le poids sur la taille au carré. Alors, le BMI, c'est l'indice de masse corporelle. Pour voir est-ce que vous êtes obèse ou bien est-ce que vous êtes normal, vous devez calculer votre BMI. Alors, par exemple, on va prendre Asma al-Hamara. Combien tu as dans le poids? Combien tu pèses, Asma? Combien tu pèses? 60 kg. Très bien. Et quelle est la taille? Je pense 1 mètre et 65 centimètres. D'accord. Alors, si tu fais 60 divisé par 1 mètre au carré, donc on va mettre 1 mètre 65 au carré. Hein. Donc, si tu mets 60 divisé par la taille au carré, tu vas avoir le BMI. Alors, si on fait le calcul, hein, alors 1,65 au carré, 1,65 au carré. Donc, je vais faire le calcul, vous allez faire le calcul parce que c'est très important, l'indice de masse corporelle. Hein. Ça, je voulais vous faire ça en TP et je voulais vous faire la glycémie en TP avec la diurèse. Mais on n'avait pas donc le temps, c'est pas grave. Donc, le poids, c'est 60 kg et 1,65 au carré. 1,65 multiplié par 1,65. Donc, je fais le calcul pour vous donner le BMI. 60 divisé par 2,72. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez calculé? Donc, Asma, tu as un body mass index, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, 22,05. Très bien. Donc, tu es dans les normes, ça va? Parce que donc l'indice normal, c'est entre 20 et 25. Et le surpoids, donc de 27 à 29, et l'obésité lorsque le BMI est supérieur à 30. Et l'obésité morbide, c'est 32. Donc, vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez le contrôle, il a donc body mass index qui est normal, 25,8. Alors que dans l'incinérateur, c'est 28. Donc, c'est très significatif. Hein? Alors là, vous voyez la consommation de graisse animale. Ça, c'est le contrôle. Alors, au niveau de l'incinérateur, donc, il y a cette consommation qui augmente, mais les produits locaux, il y a 98% de consommation de produits locaux. Hein. Alors, donc, c'est ça qui fait que, c'est-à-dire le dosage de dioxine est très élevé. Alors, ça, c'est l'influence de la consommation de graisse animale. Alors, vous voyez, plus on consomme ces graisses animales, plus on a ce qu'on appelle le quartile, c'est-à-dire le score, il est très élevé, Q4, donc plus la consommation, les gens qui sont exposés, ça ce sont les gens qui sont contrôle, donc il n'y a pas, donc c'est normal, mais les gens qui sont exposés, plus ils consomment la graisse animale, c'est-à-dire ils consomment les œufs, la viande, le beurre, le lait, plus la charge corporelle est très élevée. Alors avec le tabac, alors on voit que chez l'homme, avec le tabac, il y a une augmentation très élevée, mais chez la femme, il y a une augmentation diminuée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une activation du métabolisme des dioxines par les substances qui sont présentes dans la fumée de cigarette, comme la nicotine. Il y a aussi la dioxine dans la fumée de cigarette. Mais on voit que la signalisation par le récepteur oestrogénique, il est donc importante et on voit qu'il y a un équilibre entre l'apport et l'élimination suivant le sexe. Parce qu'on voit que les femmes qui sont imprégnées d'œstrogène, donc il y a qu'on appelle une down regulation, c'est-à-dire il y a une réduction. Alors que chez les fumeurs qui sont des hommes, il y a une élévation de dioxine. Donc tout ça, ce sont des résultats qui provenaient de cette analyse-là. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que aussi le total de DEC est très élevé chez les diabétiques, c'est-à-dire que les dioxines chez les diabétiques, il est très élevé par rapport au sujet contrôle. Et là, on peut dire qu'on voit quand même dans le monde rural aussi, hein, et qu'il y a des expositions, on peut avoir l'origine du diabète qui est due à ces contaminations de ces sites pollués et que les gens donc prennent c'est-à-dire une consommation locale et qui va perturber leur métabolisme. Donc la fumée de cigarette, il contient les dioxines. Alors lorsqu'il y a des gens qui fument, et c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif, et vous êtes à côté de ces fumeurs, alors vous pouvez être imprégné, mais ceci ne se voit pas rapidement, donc c'est au fil des temps
que vous pouvez avoir une imprégnation avec les dioxines. Donc, dans le tabac, il y a beaucoup de substances, de perturbateurs endocriniens, la nicotine, les dioxines, le cadmium. Donc, le cadmium, il existe dans le tabac et nous avons vu que les fumeurs, ils sont imprégnés en double charge avec le cadmium. Alors, quel est l'impact de ces dioxines? L'impact, donc, lorsqu'on voit quand même la crise de dioxine en Belgique, ça, alors vous voyez, 1 gramme de ces PCB va contaminer 100 litres. Et là, vous voyez qu'on peut avoir des graisses recyclées. Et ces graisses qui sont recyclées, qui vont servir de nourriture pour animaux et qui peuvent donc, la chaîne alimentaire va être perturbée et va être très polluée. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez donc regarder crise de dioxine en Belgique. Alors, l'identification de la consommation, donc comme je vous ai dit, vous avez les œufs, les poulets et la graisse donc, animale qui est contaminée. Donc, il y a une corrélation très élevée entre ces consommations et le PCB qui est le plus dangereux. Alors, lorsqu'on parle de cette crise de dioxine, parce que moi j'aimerais bien donc vous montrer ceci, vous avez une crise qui est économique, hein, parce que quand même, si vous regardez dans le Google, vous allez voir l'article, donc il y avait beaucoup de décharges de ces poulaillers qui étaient donc brûlés, hein, et vous voyez que l'incident s'est avéré donc avec c'est-à-dire une ampleur qui était très limitée, mais seuls les fermiers qui consomment leurs propres produits ont doublé leur charge corporelle, c'est-à-dire ils ont été contaminés parce qu'ils se nourrissaient de ces poulets et des œufs. Alors vous voyez, donc là, c'est un exemple que je vous ai donné, s'il vous plaît, donc pour les dioxines, mais s'il vous plaît aussi, vous pouvez faire un exemple avec les métaux lourds, par exemple les métaux lourds. Alors par exemple, si je vous demande comment on peut faire l'exposition aux métaux lourds, donc moi je vous ai donné le cadmium, d'accord, le plomb et le mercure. Alors, si je vous demande comment on peut apprécier l'exposition au mercure chez l'homme, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Quelles sont les sources de contamination au mercure? Les thermomètres. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, aller dans l'hôpital, hein, et on peut donc voir des infirmiers, hein, qui utilisent les thermomètres donc, pour faire la fièvre et faire des prélèvements pour voir est-ce qu'ils sont comme les valeurs des témoins. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le mercure? Très bien. Donc, tu as dit quoi encore? Chez qui on peut aller pour voir cette imprégnation? Il faut marquer tout ceci, hein, parce que ce sont des petites questions que je peux poser. Hein. Le mercure se trouve dans les poissons aussi, d'accord? Donc, si on veut voir l'effet synergique avec les dioxines, on peut prendre les poissons. Les poissons sont contaminés avec le mercure et le méthylmercure, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le mercure? Est-ce que vous connaissez? Le dentiste, d'accord? Alors, si on prend des personnes qui habitent dans le milieu rural qui n'ont jamais été chez le dentiste, on ne va pas trouver le mercure chez eux. Mais si on prend le milieu industriel et urbain, des gens qui sont donc riches et qui vont chez les dentistes pour traiter les caries, pour donc faire des prélèvements et tout. Donc là, parce que dans les amalgames, il y a le mercure, d'accord? Donc, on peut faire prélever du sang de chez ces patients-là et on peut donc voir est-ce qu'il y a du mercure ou non. OK? Alors, le cadmium, où est-ce qu'on peut faire le cadmium? Chez qui on peut doser le cadmium? Quelles sont les expositions les plus fréquentes au cadmium? Les fumeurs. Très bien. شكون معايا ولدي شكون؟ عطي سميتك. Vous dites quoi, madame? Hein? سميتك ton nom. Moussa. Ah, c'est Moussa, de Niger. Ah, c'est Oui, Moussa. Tu ne m'as ça pas va envoyé bien. des photos. On a pris beaucoup de photos en TP. Hein? Mais Oui, je vais vous oui, les envoyer. Je vais vous les mettre dans le site, comme ça. Je vais les regrouper. d'accord. Très bien, Moussa. Donc, on peut prendre beaucoup de fumeurs. Hein? Et on va donc analyser le cadmium, on peut analyser les dioxines. Vous voyez, c'est ça les questions que je veux poser. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Le plan. Où est-ce qu'on trouve le plan? La peinture. Très bien, très bien. La peinture, donc au Maroc, il y avait le plan donc, dans le khoul, dans la cosmétique, hein, et nous on a analysé le plan dans la poudre qu'on prépare pour le khoul, mais il y a aussi les tagines marocains, il y avait la peinture avec le plan, mais maintenant ils ont analysé, ils ont donc performé
d'autres peintures qui sont des peintures qui ne contiennent pas donc de plomb. D'accord? Vous avez compris? Alors maintenant, on va continuer, mais je vais vous exposer les travaux pratiques. Hein. Rapidement, les travaux pratiques en général. Qu'est-ce que donc le but et qu'est-ce qu'on a fait et pour donc bien vous mettre dans le… Alors, je vais commencer par un premier TP, rapidement, mais je vais vous envoyer ça. D'accord? Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, oui, madame. Donc, rapidement, je vais passer. Alors là, alors lorsqu'on veut travailler sur une plante, sur un produit naturel, il faut toujours commencer par l'étude toxicologique, c'est-à-dire avant de faire la partie pharmacologique que certains étudiants ont donc bénéficié par le gavage, avec le miel, avec les médicaments. Donc, il faut savoir quelle est la toxicité. Pourquoi la toxicité? Parce que quand même, on doit voir quelle est la dose qu'on va donc donner pour avoir un effet physiologique important. Donc, on doit choisir le solvant, on doit pour la phytochimie, et on doit donc avoir un protocole expérimental approprié. Donc, on doit avoir l'extraction phytochimique. Lorsqu'on parle de cette extraction, donc lorsqu'on parle de la phytothérapie, qui est l'utilisation des plantes médicinales utilisées dans la pharmacopée humaine, donc on a une source de plantes médicinales dans l'Afrique qui est extraordinaire. Et là, on voit qu'il y a les grandes firmes qui viennent puiser nos sources pour faire des médicaments et après, ils font retourner ces médicaments avec des prix très exorbitants. Parce qu'eux, ils purifient le principe actif, ils font l'hémisynthèse et après, ils vont nous envoyer ces médicaments parce qu'on a beaucoup de médicaments que nous avons vu dans le cours, la dioxine, la colchicine, donc beaucoup de médicaments qui proviennent de plantes qui sont vraiment prouvées comme phytomédicaments et dont les principes actifs donc vont agir au niveau des cibles pharmacologiques. Alors, il y a plusieurs types. Et pour nous, c'est très important. Nous avons l'infusion, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau bouillante et on va donc mettre l'extrait de plante et on va laisser. Nous avons la décoction, c'est-à-dire qu'on va bouillir pendant 5 minutes, c'est-à-dire l'extrait, et la macération, c'est-à-dire qu'on va mettre en contact avec un solvant ou bien avec l'huile d'olive, l'huile d'argan, et on va laisser pendant 1 semaine, 1 mois, à l'abri de la chaleur. Et après, on va donc mesurer ceci. Donc ça, on fait ça au niveau de notre master. On fait ça pour les étudiants, pour voir donc l'effet c'est-à-dire de ces processus phytochimiques. Alors, vous avez aussi l'extraction par sonication, ça on a aussi au laboratoire, l'extraction par Soxhlet, donc on peut avoir les huiles essentielles, donc qu'on va donc prélever après, donc utilisation du Soxhlet, on a donc les gouttelettes qui vont par évaporation et après donc on peut récolter l'huile essentielle et on peut donc étudier cette huile essentielle. Donc il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs solvants qu'on peut utiliser, des solvants qui ne sont pas polaires pour extraire les alcaloïdes, les flavonoïdes qui sont des antioxydants. Nous avons les solvants polaires donc, comme l'eau donc pour extraire les tannins, les saponines, les lectines. Et nous avons donc des semi-polaires solvants comme les tannins. Donc, on peut extraire les tannins, les polyphénols et les alcaloïdes qui sont dotés de propriétés anticancéreuses. Donc, nous avons le choix du solvant s'effectue selon ce qu'on veut nous extraire. Si on veut extraire les polyphénols, donc on va utiliser l'éthanol par exemple. Si on veut donc extraire par exemple les terpénoïdes ou bien l'éthanol, on peut utiliser l'extraction aqueuse. Alors donc nous avons, comme je vous ai dit, plusieurs types de molécules chimiques, les alcaloïdes, les flavonoïdes, les saponines. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans le cours de chimie. Alors maintenant, on passe à cette étude toxicologique. Alors, c'est quoi l'étude toxicologique? Alors, par exemple, Moussa nous a apporté une plante de Niger et il a dit que cette plante, il est très bien, mais il est un peu toxique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre les souris. Pourquoi les souris? Parce qu'ils sont très sensibles. On va prendre des souris qui pèsent 20 grammes. Les souris, ils sont très petits. Hein. On va prendre des souris mâles et femelles et on va donner plusieurs doses. Par exemple, on va donner par exemple 1 mg, 10 mg, 100 mg et 1 g, plusieurs doses. Et on va administrer en une seule fois par voie intrapéritonéale ou orale et on va attendre pendant 14 jours. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, lorsqu'on fait ceci, on va trouver par exemple, avec la dose de 1 g, on a toutes les souris qui étaient décédées, qui étaient mortes. Alors, et on va trouver qu'avec par exemple une dose de 50 mg, on a la moitié des souris, ils sont mortes. Donc, on va calculer la DL50, c'est-à-dire la dose qui va tuer les 50%. Après, on va prendre le 1/3 de cette dose et qu'on va donner administration répétée en chronique pendant 3 mois
toujours, le même jour, on doit gaver l'animal. Donc, c'est très difficile, ça. Par exemple, l'étudiant qui prépare, parce qu'on est les seuls à faire la toxicité aiguë et chronique avec des articles et des publications, parce qu'il faut donc faire la toxicité chronique pendant 3 mois. Et par exemple, si on donne par voie orale, comme vous avez fait en TP, on doit donner pendant 3 mois, chaque jour. Et à 9 heures, par exemple, si on commence à doser à 9 heures du matin, donc il faut toujours venir à 9 heures du matin, samedi, dimanche, les vacances, toujours à 9 heures, parce qu'il faut respecter le rythme. Parce que si on fait une fois à 9 heures, une fois à 10 heures, une fois l'après-midi, ce n'est pas intéressant. Il faut avoir un rythme biologique bien approprié. Alors après, on va évaluer les paramètres hématologiques, les paramètres rénales, comme vous avez fait avec la créatinine, hépatique, et on va faire les coupes histologiques, c'est-à-dire l'histopathologie. Alors, vous voyez que pour étudier la toxicité aiguë et chronique, ce n'est pas facile. Donc, il faut 1 année de travail pour faire un travail excellent et pour faire les coupes histologiques, pour faire les analyses et pour publier l'article. Donc, ça, ce n'est pas évident. Alors, les résultats, par exemple, on peut avoir, donc on va vous donner les exemples. Voilà. Alors, voilà, par exemple, là, on a préparé le décocté et qu'on a donc fait par un lyophilisateur pour enlever l'eau. Et après, on a une poudre. Hein, et c'est cette poudre qu'on va donner, alors, vous voyez, par la voie orale, comme je vous ai montré. Donc, on peut donner des doses 1 gramme, 3, 5 jusqu'à 15. Nous avons la voie orale et la voie intrapéritonéale. On va passer pendant 14 jours pour faire la toxicité aiguë et on va calculer la DL50. Donc la DL50, et nous avons aussi la toxicité chronique, comme je vous ai dit. On va prendre le 1/3 de cette concentration. On va prendre par exemple, ça c'est 10 mg, pardon, c'est pas millilitres, 10 mg, 100, 600, 1200. On va prendre ces doses pour faire pendant 3 mois les analyses pour voir quelle est la dose qui n'a pas donné de perturbations hématologiques, biochimiques et anatomiques. Je vais vous envoyer tout ceci, hein, comme ça vous allez garder ça pour vous par la suite. Hein. Alors, lorsqu'on va donner par cette voie-là, alors on a trouvé par exemple, ça c'est la DL50, on a trouvé que c'est 12,13 grammes par kilo, c'est-à-dire lorsqu'on a 50% de mortalité, on va extrapoler sur l'abscisse et on a trouvé 12,13 grammes. Ça veut dire que la plante, il n'est pas toxique. Hein. C'est très intéressant. Alors, lorsqu'on calcule ceci, donc là, ça, c'est la toxicité chronique, donc on voit qu'il n'y a pas d'effet. Vous voyez, l'effet, il est après avec la dose de 600 mg. L'effet est significatif. Donc, avec 100 mg, il est très bien. Alors, si on prend par exemple les paramètres hématologiques comme l'hématocrite, les globules rouges, les globules blancs, on trouve qu'il n'y a pas de variation significative avec les doses. Donc, c'est très bien. Alors, lorsqu'on va regarder les concentrations, alors vous voyez, avec 600, on a une perturbation au niveau des globules blancs et on a une perturbation au niveau de la formule sanguine après 3 mois. Donc, la dose de 100 mg, il est la plus intéressante. Lorsqu'on fait donc ces analyses, on trouve qu'il y a une diminution avec la dose de 600 de la glycémie après 2 mois, vous voyez, et après 3 mois. Donc, alors que les autres paramètres, ils ne sont pas significativement donc contrôlés. Alors, on voit le poids des organes chez le mâle et chez la femelle et on voit est-ce qu'il y a une variation. Donc, on trouve qu'il n'y a pas de variation, donc aucune manifestation au niveau de l'histologie du foie et des reins. Donc là, c'est très bien. Donc là, on peut donc dire qu'au niveau de la toxicité aiguë, on a trouvé que c'est 14 grammes par kilo. Alors, vous voyez que dans une plante qui n'est pas toxique, il ne doit pas avoir, la DL50 doit être supérieure à 2 à 3 grammes par kilo. Vous avez compris? C'est-à-dire, lorsque vous trouvez DL50 supérieure à 2 à 3 grammes, la plante n'est pas toxique. Mais si vous trouvez une DL50 qui est inférieure à 2, donc on dit que la plante, il est toxique. Une DL50 qui est égale, par exemple, à 1 gramme par kilo. Par exemple, nous, on a trouvé la DL50 pour le venin d'abeille, il est de 0,5 grammes. Donc, c'est une plante qui est toxique. Donc, lorsque la DL50 est supérieure à 2 à 3 grammes par kilo, alors c'est quoi par kilo? Par exemple, si Moussa pèse 60 kilos, donc on va prendre 2 fois 60, donc il peut prendre 120 grammes par jour de cette plante, il n'est pas toxique. Vous avez compris? Oui, madame. Donc, l'utilisation, on peut utiliser cette plante. La toxicité chronique, donc on a vu qu'il n'y a pas de modification, sauf au niveau de la glycémie, mais ça reste toujours dans la fourchette normale. Donc, on peut utiliser la dose de 100 et la dose de 600. En conclusion, donc dans la toxicité, nous on a pris cette plante qu'on appelle Centorium erythrea et on a une publication déjà sur cette plante et on avait trouvé que dans la mesure de l'augmentation de la dose de plus de 5 fois,
n'a pas occasionné donc de changements comportementaux, de toxicité aiguë, de toxicité chronique. Donc, on peut utiliser cette plante, d'accord? Donc, maintenant, je vais passer au deuxième TP. Pour vous donner une idée, d'accord? Comme ça, pour avoir une idée sur… Alors là, donc, ce deuxième TP, c'est l'effet diurétique. Hein. Alors, comment on peut mesurer l'effet diurétique? Hein? Alors, donc, ceux qui ont fait le TP, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment on peut utiliser l'effet diurétique et quelles sont les substances qu'on peut utiliser pour apprécier l'effet diurétique? Donc, je vous laisse parler un petit peu pour aller un peu vite. Madame, on a séparé les rats en 3 groupes, en 4 groupes. C'est qui avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez dire votre nom? C'est Shaima Aznati. Oui, Sheima. Oui, Sheima. On a séparé les rats en 4 groupes. On a fait le groupe de contrôle, le groupe de furosémide, le groupe de 500 grammes par kilogramme et un groupe de 1 gramme par kilogramme. On a injecté Oui, on a injecté le oui, la solution. furosémide, oui, et le miel de fenouil. Très Et bien. on a Oui, gavé, très bien, c'est gavé, oui. On a gavé, oui. calculé le volume de gavage Oui, par la règle de 3. oui, On a attendu 24 heures pour obtenir l'urine, très bien. pour faire l'analyse avec l'acide, un acide, j'ai oublié le nom, madame. C'est pas grave, oui. Oui. C'est quoi là, madame? Donc, vous avez fait donc, le volume donc, pour calculer la clairance de la créatinine. Oui, madame. La clairance de la… Alors, c'est quoi? Donc, la question que je vous pose, c'est quoi le furosémide, s'il vous plaît? Alors, quelle est la cible du furosémide? Je peux vous poser cette question à l'examen. Quelle est la cible? C'est un diurétique de référence, madame. Oui, à quel niveau il agit? Agit au niveau du segment large. Très bien, le segment large. À quel niveau? Quelle est la cible? Madame Quelle est la la cible du furosémide? Le segment large ascendant. Oui, et quelle est la cible? Le segment large, mais quelle est la cible au niveau de la cible? C'est le canal N1+, K+ de Selma. Très bien, donc ça, il faut marquer. Je peux vous poser cette petite question aussi. Hein. Alors, quel est le désavantage du furosémide? Quel est l'effet, l'inconvénient du furosémide? Qu'est-ce qu'il provoque? Un effet diurétique. Très bien. Hypocalémie. Vous marquez, s'il vous plaît. Hypocalémie. Alors, pourquoi nous avons utilisé le miel? Qu'est-ce qu'il y a dans le miel comme Des antioxydants, des vitamines. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des minéraux, le potassium, le calcium, le magnésium. D'accord? Donc, on peut donner, les gens qui appliquent le furosémide, on peut leur donner du miel pour avoir un équilibre de leur kaliémie. Hein. Parce que lorsqu'ils prennent le furosémide comme ça, donc il y a une hypokaliémie et des fois, on donne des solutions de chlorure de potassium pour équilibrer la kaliémie. Mais nous, on peut donc donner du miel qui est riche en potassium, d'accord, mais qui n'est pas riche en sodium, hein, parce que si les gens ont une hypertension artérielle, donc il est riche en potassium. Et le miel de fenouil, il est riche en potassium, le miel de thym, le miel d'arbousier, d'accord? Donc c'est pour ça que nous avons donné le miel. Alors après, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à la diurèse? Est-ce que vous avez eu les résultats par rapport à la diurèse? Donc vous avez remarqué qu'avec le miel à 1 gramme par kilo, la diurèse, il est très élevé, d'accord? Oui, madame. Très bien, donc c'est intéressant. Alors pourquoi voilà la diurèse, vous voyez, vous avez compris, c'est la mesure de la quantité d'urine par 24 heures, d'accord? Donc c'est un diagnostic de la maladie rénale parce qu'on a la filtration, la réabsorption et la sécrétion tubulaire au niveau du rein. Alors les diurétiques, je vais vous envoyer tout ceci, d'accord, pour bien comprendre. Alors c'est quoi un diurétique? Donc je peux vous dire définition d'un diurétique avec des exemples. Donc, diurétique, substance capable d'augmenter le volume urinaire et d'éliminer le sodium.
Alors, donc là, vous avez le furosémide, mais vous avez plusieurs types, des diurétiques de l'anse, des diurétiques de tube collecteur, des diurétiques au niveau du glomérule, comme ce qu'on appelle le mannitol, d'accord? Donc, il y a toutes ces furosémides. Alors, dans ce TP que vous avez vu, quel était l'objectif? C'est d'évaluer l'effet diurétique du miel. Donc, vous avez pris le miel de fenouil, administré par voie orale, et c'est un diurétique de référence. Alors, vous voyez, donc vous avez vu les cages métaboliques, d'accord? Alors, quel est l'intérêt des cages métaboliques? Pour récupérer les séparer la urines et les nourriture déchets. Oui. Et les déchets, madame. Et récolter les urines. Parce que nous Oui, avons, oui. donc on peut donner les entrées, c'est-à-dire ce que les animaux ont mangé. Alors, qu'est-ce que le matériel qu'il nous faut? Il nous faut les cages métaboliques, il nous faut un spectrophotomètre pour doser la clairance de la créatine, une balance, et il nous faut l'éther pour anesthésier l'animal, une petite pasteur, ou bien donc pour récolter les urines. Alors, voilà, donc on prépare l'extrait du miel, comme a dit votre camarade. Donc, nous, on avait fait 1 gramme donc, l'année dernière, mais donc vous avez fait 500 et 1 gramme. Mais on a trouvé qu'avec 1 gramme, il y a l'effet qu'on appelle effet dose. Donc, le 1 gramme, il donne un effet important. Et vous avez le Lasix, d'accord? Alors là, donc, c'est la préparation donc là, des animaux. Donc là, on les met dans les cages métaboliques. Voilà le gavage. Donc, tout le monde a fait les gavages avec les photos. Donc, on va demander à Moussa de nous connecter les photos de tous les groupes, comme ça, pour faire, ou bien à refaire, pour faire un PowerPoint et vous l'envoyez, comme ça, pour avoir une idée. Alors, vous voyez que vous n'avez pas besoin de gants. Donc, pour vous, c'est très bien. Vous prenez directement et vous avez appris et vous allez donc donner 1 millilitre par 100 grammes de poids corporel. Alors, on a pris le furosémide, l'eau distillée et l'extrait à queue du miel. Et nous, donc, on avait fait le prélèvement par l'œil, mais vous avez fait au niveau de la queue. Donc, c'est la même chose. Donc, on va récupérer le sang pour calculer la créatinine. Alors, on va analyser les urines et on va donc analyser l'urée urinaire. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on utilise. Alors, pour vous, ce qui est important, c'est la diurèse avec l'eau distillée, avec le furosémide et avec le miel que vous avez étudié. Il faut calculer la créatinine plasmatique. Donc, l'urée, pour vous, ce n'est pas important, mais il y a la clairance de la créatinine. Alors, quel est l'intérêt de la clairance de la créatinine? C'est quoi la clairance de la créatinine? Il est égal au début. Oui, début urinaire. Oui. Fois la concentration urinaire divisée par la concentration plasmatique. Ça, c'est ce qu'on appelle la réaction du Javet. La réaction du Javet pour calculer la clairance. Donc, la clairance, il doit être égal à 125 millilitres par minute chez l'homme. C'est le calcul de la clairance. Et cette clairance, c'est le début de filtration glomérulaire. Il va nous dire est-ce que la fonction rénale est normale ou non. Donc, lorsqu'on va donner le miel, est-ce qu'on va avoir une diminution ou bien c'est la même stabilisation? Donc, c'est ça l'important. D'accord? Au niveau du TP. Alors, la conclusion, si le débit urinaire et la clairance de la créatinine du groupe miel est supérieur à celui du groupe furosémide, donc on peut dire que notre miel est doté d'un effet diurétique plus fort que le médicament. Alors, vous voyez, donc le miel, il est doté d'un effet antidiurétique si on trouve que le débit urinaire via le miel est inférieur. Mais nous, on a trouvé que le débit urinaire, il est supérieur. Donc, c'est intéressant. Donc, on peut dire que le miel a un effet diurétique. Alors, par exemple, je peux vous poser une question. Donc, est-ce que le miel a un effet diurétique? Pourquoi? Donc, comme a dit votre camarade, il est riche en antioxydants, riche en minéraux, et il est hyperosmolaire. La pression osmotique du miel est très élevée, donc ça peut nous libérer donc, les toxiques, et donc ça peut avoir un effet diurétique plus important que le médicament. Donc, ça, c'était la photo des étudiants qui ont fait ça en présentiel. Donc, ça, ce sont les lapins. Vous avez vu? Alors, nous, on a fait le gavage oral. Mais nous, on avait fait aussi la perfusion intraveineuse chez les lapins. Mais comme on n'a pas le temps et on ne peut pas vous rassembler comme ça, donc j'avais montré, lorsqu'on fait une perfusion intraveineuse par la veine jugulaire, on peut suivre la cinétique pour calculer la diurèse pendant 3 heures, pendant 4 heures. Alors, un autre point que vous avez vu, c'est la glycémie, d'accord? Alors, donc, je termine ceci et je vais prendre le 3e TP. Est-ce que vous suivez avec moi? C'est bon? Oui, madame. Vous avez déjà fait ce TP, c'est très bien. Donc, vous avez déjà fait l'effet diurétique. Alors, la perfusion intraveineuse, vous n'avez pas fait, mais quand même, vous avez quand même pris la glycémie. Alors, combien vous avez trouvé pour la glycémie des animaux? Est-ce que le miel a un effet sur la glycémie ou non?
Combien vous avez trouvé pour la glycémie? Vous m'entendez? Madame, on sait pas. Hein? La glycémie était normale. Vous avez trouvé 0,9 grammes par litre, hein? Jusqu'à 1 gramme par litre. Donc, le mien n'a pas donné des effets. Vous avez compris? Donc, le mien n'a pas altéré la glycémie. La glycémie est restée normale. Alors là, par exemple, c'est pour vous montrer parce que vous n'avez pas fait ceci, mais comme si vous avez fait. Donc, vous voyez, on prend un lapin. Donc, ça, c'est un lapin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir et on va canuler la jugulaire. Donc, vous avez vu les deux jugulaires. Et ici, on a la vessie, hein. Alors, c'est ce qu'on fait toujours. Alors, vous voyez, donc la première étape, on va introduire le cathéter dans l'hémisection pour faire la jugulaire. Et après, donc, on va réaliser une hémisection. On introduit, on va vérifier avec le sérum physiologique et on va donner un peu d'héparine pour ne pas donc avoir une coagulation. Alors, voilà, vous voyez, donc c'est comme chez les reins. Alors, nous avons les glandes salivaires, nous avons la veine jugulaire. Alors, les muscles donc, qui entourent la trachée artère, on va faire la cannulation. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Et après, on va prendre la carotide. Pourquoi la carotide? C'est pour prélever le sang, d'accord? La jugulaire, on va perfuser le miel. Et la carotide, on va faire des prélèvements du sang. Alors là, donc pour la carotide, donc là, donc je vous ai bien expliqué ici. Donc ça, c'est le nerf vague. Hein. Et là, c'est la carotide. Donc on va l'isoler, on va introduire une seringue fermée pour récolter du sang au fur et à mesure. Alors voilà l'hémisection de la trachée artère aussi pour laisser l'animal bien respirer. Parce que s'il a un problème pour ne pas être, c'est-à-dire altérer les voies respiratoires, avec l'anesthésie. Et là, voilà, donc on va donc isoler la vessie, on va ouvrir, donc voilà la vessie, on va ouvrir, on va introduire un cathéter et on va récolter les urines, d'accord? Les urines, donc vous avez utilisé les tubes Eppendorf, donc on va prendre un tube Eppendorf qui est vide, on va le peser, par exemple, s'il pèse 1 gramme, après on va ajouter l'urine pendant 20 minutes et on va le peser, on va par exemple avoir 2 grammes moins 1 gramme, ça nous fait 1 gramme, et on va calculer le volume urinaire après. Alors, voilà, donc ça, c'est au niveau de notre laboratoire. Vous avez vu, donc là, on a pris ces photos-là. Donc, nous avons une table thermostatée et nous avons une seringue de perfusion. On a perfusé, voilà. Nous avons l'équilibre pendant 1 heure, la phase témoin pendant 1 heure et après la phase expérimentale dans laquelle on va perfuser du miel. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Alors, nous avons la phase témoin. Alors, je vous avais expliqué qu'on va prendre donc le poids. Le poids, c'est-à-dire du tube plein, moins le poids de tube vide, on va trouver 1 gramme et on va diviser par 1000 pour avoir un microgramme et ça va nous donner des microlitres. Par exemple, on a trouvé 25 microlitres par minute au niveau de la diurèse, au niveau du débit urinaire par voie intraveineuse. Et après, on va passer à la phase expérimentale pour perfuser du miel. Alors, par exemple, si on trouve que le débit urinaire de la phase expérimentale est supérieur à celui de la phase témoin, on peut dire que notre produit a un effet diurétique très fort. Et si on trouve qu'il est inférieur, donc on peut dire qu'il a un effet diurétique qui n'est pas très bien. Alors, on peut doser la créatinine et l'urée. Et donc, la clairance de la créatinine, c'est UV sur P, c'est-à-dire la créatinine urinaire fois le débit urinaire divisé par la créatinine plasmatique. Et là, donc, on a fait ce TP-là, voilà, avec des photos. Alors, à votre avis, si je vous pose la question, donc là, nous avons donc fait la perfusion. Alors, pourquoi, à votre avis, on a fait la voie orale et la voie intraveineuse? La voie orale, elle est non invasive. Oui. Et donc, le principe actif doit passer par l'absorption. Oui. Et on utilise la voie intraveineuse pour éviter l'effet du premier passage. Très bien. شكون معايا؟ C'est Asma al-Hamr. تبارك الله عليك يا بنتي, c'est très bien. Donc, voilà, donc on évite, mais ce qui est important, à votre avis, donc, lorsqu'on a fait la voie orale et la voie intraveineuse, qu'est-ce qu'on peut calculer comme paramètre pharmacocinétique? La clairance, madame. La biodisponibilité. Très bien. Je connais la biodisponibilité. Ouais. Très bien, enfin. Alors, c'est quoi la biodisponibilité? Très bien. Donc, je suis contente. Donc, vous suivez. Hein. Donc, la biodisponibilité, c'est quoi? Donc, là, on a fait le premier exercice que je vous avais donné. La biodisponibilité, on a pris donc les… Qu'est-ce qu'on avait pris dans le premier camp?
Premier exercice que je vous avais donc. Solution et le comprimé, madame. Très bien, solution et comprimé. Alors, nous, on a fait ça par quelle voie? La même voie. La voie orale. Oral, madame. Alors là, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a pris la voie orale. Par exemple, on a pris le furosémide par voie orale et le furosémide par voie intraveineuse. Alors, comment on va calculer donc, pour dire donc, la biodisponibilité qu'on appelle la biodisponibilité? Il y a relative et absolue. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va utiliser comme biodisponibilité? C'est la relative, donc la voie orale par rapport à la voie intraveineuse. Hein. Le F, ce qu'on appelle le F. Donc, pourquoi on va calculer ce F? Donc, on doit avoir la concentration de la voie intraveineuse, la concentration de la voie orale, et on va donc calculer avec ce rapport-là qu'on appelle le F, c'est le pourcentage. Donc, si on trouve par exemple la voie intraveineuse 70% par rapport à la voie orale, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Enfin, donc, tu as dit la voie, donc la solution est et le comprimé. Alors, qu'est-ce que vous avez comparé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Solution et comprimé. Dans l'exercice que nous avons. Hein? Madame, laissez-moi. Le F, j'ai pas compris. 60%. Le F, il était égal à 60%. C'est-à-dire que la voie, c'est-à-dire que la prise de gélules était plus intéressante que le comprimé. Vous avez compris? Par exemple, là, nous avons le furosémide sous forme d'ampoule. D'accord? On ne peut pas le donner par voie orale, donc on le donne par voie intraveineuse. Et nous avons le furosémide sous forme de comprimé, on va le donner par voie orale. D'accord? Donc, si on donne le furosémide par voie orale et on donne le furosémide sous une autre formulation, sous forme d'ampoule par voie intraveineuse, et on calcule la biodisponibilité, donc on va trouver que la biodisponibilité de la voie donc, intrapéritonéale que nous avons donnée, comme vous avez fait en TP, la voie intrapéritonéale est plus importante que la voie orale, parce que lorsque vous donnez le comprimé, vous allez l'écraser, vous le donnez au lapin. Il y a l'effet du premier passage que vous avez dit, mais il y a aussi un problème de la liposolubilité, hein, parce que le comprimé n'est pas liposoluble. Hein. La solubilité n'est pas très bien, donc il faut le solubiliser dans l'huile ou bien dans un autre, c'est-à-dire pour le rendre plus soluble pour avoir l'accès à la voie orale. D'accord? Donc, je pense que vous avez bien profité, donc j'espère, Inch'Allah, que l'examen sera très bénéfique pour vous. Donc, je vais vous envoyer tout ceci, hein, les 3 TP sous forme PDF. Ça, c'est pour votre connaissance. Hein. Moi, je ne vais pas vous poser des questions sur les TP, mais pour ceux qui ont fait le TP et qui veulent rendre un compte rendu, donc, comme ça, pour le garder pour eux, donc c'est très bien. Donc, ça va être un bonus de plus, donc quelque chose de plus, quelque chose de valorisable par la suite. D'accord? D'accord, madame. Inch'Allah, donc le jeudi, Inch'Allah, à 10h, on va faire les TD, d'accord? Les exercices, les questions, on va discuter pour préparer un peu l'examen. Quelle salle, madame? Où est-ce que vous faites ça? Donc la salle 13, je vais réserver la salle 13. Hein? Madame, c'est D'accord, en fait. Non, moi je ne veux pas l'amphi parce qu'il me faut une salle qui est ouverte. Hein? En fait, donc, le lundi, je vais la réserver. Hein? La salle 13 ou la salle 14, je vais dire à Wafa, c'est où? Parce que comme ça, on peut ouvrir les fenêtres et on peut donc travailler à l'aise. Et vous pouvez apporter votre ordinateur, hein, si vous voulez. Et on peut donc passer les exercices. Ce n'est pas tous les exercices, mais les exercices qui sont pertinents pour bien vous expliquer les questions que je peux vous poser, hein, pour bien préparer. Mais donc, je pense que tout le monde ne va pas être présent, c'est ça? Hein? Oui, madame. Mais ce n'est pas grave. Donc, après, je peux envoyer un PDF que je vous mettrai donc dans votre boîte, comme ça, pour pouvoir les corriger des exercices les plus importants. D'accord? D'accord, madame, merci. Eh bien, D'accord. pour les préparations, Inch'Allah, on se verra le jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci. Au revoir, madame. Au revoir.